Pierre Nsana, comme annoncé, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nsana, on vous a reçu sur l'un de nos plateaux, alors que vous étiez à la tête de Panos Paris, Institut Panos Paris, qui a piloté, on peut dire, le suivi des projets de réforme de l'armée, la police, également les services de sécurité. C'était un projet parmi tant d'autres, effectivement. Oui, Panos a œuvré pendant plus d'une dizaine d'années et a travaillé à appuyer plusieurs dynamiques au sein du secteur médiatique de notre pays. Et voilà, vous avez été là, le number one, on a réalisé beaucoup de reportages. Effectivement. De la police proximité. Ça date de très loin, tout malheureusement, ça. Police de proximité, c'est resté au niveau expérimental. Oui. Dans quelques communes et jusqu'on n'en parle pas. Évidemment, notre rôle était d'aider les journalistes à accompagner ce processus. Ce n'était pas aux journalistes de le piloter. Les journalistes travaillaient pour sa vulgarisation, pour le faire connaître auprès de l'opinion publique et obtenir la compréhension et l'accompagnement de l'opinion publique. Alors, vous étiez chef des travaux. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'IFASIC, professeur des journalistes. Professeur, docteur en sciences de l'information et de la communication. J'enseigne à l'IFASIC, mais dans d'autres institutions universitaires également. Jusque-là, on n'a pas de professeur sans thèse au Congo. Mais si, ça existe, mais c'est des pratiques d'une certaine époque. Voilà, une thèse que vous avez défendue en Belgique. À l'Université libre de Bruxelles. Justement. Alors, vous venez de mettre sur le marché du livre toute une Bible là, intitulée « Médias et conflits armés en RDC, des journalistes en danger, le journalisme en chantier ». En effet. Quel est le vrai problème que vous posez dans cet ouvrage? Alors, le vrai problème que je pose, c'est d'abord que lorsqu'on évolue dans une société qui est réputée être marquée par l'oralité, finalement, ce qui reste après les événements, c'est le récit. Et qu'aujourd'hui, ce qui reste des conflits armés, c'est le récit que les médias ont construit et ont publié sur ces conflits armés, et qu'il est extrêmement important d'examiner dans quelles conditions ces récits sont élaborés. C'est en fait l'objectif de cette étude, c'est de voir dans quelles conditions les journalistes ont construit les différents récits sur les conflits armés qui traînent depuis un certain temps dans l'est du pays, et quelle est l'incidence de ces conditions de conflit sur la manière de fabriquer les récits journalistiques, diffusés notamment par la radio qui reste encore aujourd'hui les médias les plus populaires. Alors, sur la couverture, vous avez choisi une photo. Oui. On est en train de voir le micro, apparemment sur la table, mais en face de ce micro, au lieu d'avoir la personne interviewée, ce sont les munitions. Pourquoi cette image? Pourquoi vous avez choisi cette photo? Bon, je dois d'abord avoir l'honnêteté de dire que c'est une couverture qui a été conçue par l'éditeur et que j'ai approuvé évidemment, parce que dans mon sens, l'image résume un peu la problématique de l'œuvre, en ceci qu'il montre les deux corps professionnels qui s'affrontent à l'intérieur des 329 pages. Là. 329 pages qu'on peut dévorer au-delà de ce que les réseaux sociaux nous imposent comme exercice. On peut dévorer le livre en papier, reste encore... il s'impose, il s'impose, malgré l'avènement des NTIC, il s'impose. Je vous le recommande, mais on revient à cette problématique que vous posez. Et comment vous proposez, quelle solution vous proposez concrètement? Alors, je ne propose pas de solution. Mon ambition a été, comme je l'ai dit, d'examiner les conditions de travail des journalistes en situation de conflit, mais également de voir la qualité des productions qui ont été réalisées et portées à la connaissance du public. Pour ça, j'ai donc prélevé plus de 310 heures de production journalistique, c'est des extraits de journaux parlés, des journaux radio, pour 5
5 radios, dont 2 de Goma, VBR, que vous connaissez peut-être, et Kivuan de Goma, et 2 de Kinshasa, Radio Okapi et Top Congo, et une radio étrangère, Radio France Internationale en l'occurrence. Alors, j'ai examiné comment est-ce que ces radios ont couvert les conflits. Le dernier épisode du conflit, c'est-à-dire celui qui a opposé les FRDC au mouvement du 23 mètres, M23, oui. Et j'ai essayé de voir de quelle manière les interactions qui se sont déployées entre les journalistes et les acteurs politiques et militaires ont impacté sur la manière et sur la qualité de l'information. Alors, qu'est-ce que je trouve dans cette analyse? L'analyse révèle d'abord que les journalistes ont pris des risques sérieux pour leur sécurité. Les journalistes sont, en tout cas par rapport à ce que j'ai découvert, des personnes très courageuses. Parce que lorsqu'ils s'engagent dans la couverture de conflits armés, ils prennent des risques d'abord pour leur propre vie. Parce qu'en tant que personne humaine, ils ne sont pas à l'abri des balles perdues, ils peuvent mourir. Tout ce qui est résumé dans journalistes en danger. En danger. Voilà. Ils prennent des risques qui les exposent à des dangers sérieux. Alors, j'ai, en analysant le corpus radiophonique, découvert qu'il y avait plusieurs types de journalisme pratiqués en situation de conflit. L'objectif premier étant de rester en vie et de continuer à travailler et à être journaliste. J'ai par exemple remarqué qu'à certains moments, les journalistes ne parlaient plus, mais ils se contentaient de donner la parole aux belligérants. Ils ne voulaient pas prendre des risques sur le plan éditorial, mais ils se limitaient à donner la parole. C'est ce que j'ai appelé le journalisme effacé. Parce que ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme, ce n'est pas seulement de donner la parole, mais c'est donner également un point de vue éditorial. Et ce point de vue, il peut venir après avoir non, mais le point de vue n'existait pas. Aux belligérants ou aux forces en présence. Voilà, le point de vue n'était pas pris. Le risque se limitait à donner la parole, parce que prendre la parole soi-même en tant que journaliste, exposé à des dangers plus importants. Voilà, ça c'est une pratique que j'ai observée. Les journalistes en danger. Voilà. J'ai observé également que dans certains cas, il y a des radios qui se sont clairement positionnées en faveur de l'un ou l'autre camp. Par exemple, il y a des radios à Goma qui ont pris parti pour les FRDC et ont travaillé en essayant de montrer, de désigner les M23 comme l'ennemi public numéro 1. Oui, ce rôle, parce que vous ne vous êtes pas intéressé aux chaînes de télévision Télé 50, pendant cette période, a mené aussi une véritable guerre médiatique contre le M23. Voilà, et là, c'était une option levée, pas pour seulement accorder la parole aux belligérants, mais pour faire échec à leur entreprise. Pour faire échec au tristement mouvement dit M23. C'est ce que j'ai appelé le journalisme de vainqueur, parce qu'à la fin de la guerre, on identifie des journalistes qui revendiquent la victoire au même titre que les forces militaires. Canal Afrique a joué le même rôle quand la FDL menait le combat contre Mobutu et les forces armées zaïroises. Vous vous souvenez de Kikaabin Karoubi et de Kitenge Kinkumba sur Canal Afrique, service français. Et évidemment, lorsqu'on se contente... Kisangani est tombé, et ils anticipaient même des victoires. Lorsqu'on se contente de la littérature en matière de journalisme, on met plutôt en avant le rôle de neutralité, une position de neutralité que les médias doivent observer à tout prix. Mais l'analyse des conditions générées par le conflit montre que les journalistes peuvent aussi choisir de se positionner dans un camp ou dans un autre camp. Voilà, ça c'est aussi une forme de pratique que j'ai observée à travers l'analyse des corpus que j'ai réalisé dans le cadre de cette étude. Une autre forme de journalisme que j'ai pu identifier ici, c'est ce que j'ai appelé le journalisme de paix, où les journalistes sont engagés à favoriser les dialogues, à favoriser la paix et à extraire de leur discours tout ce qui peut attiser les rivalités entre les partis. C'est comme ça qu'en identifiant ces différentes formes... Un travail qui a été fait à Kampala lors de ce dialogue avec le M23, vous vous souvenez? Voilà, alors
en regardant émerger ces différentes formes de journalisme ou ces différentes pratiques, c'est comme ça que j'en viens à la conclusion que la tension créée par le conflit, la pression exercée par les journalistes stimule et booste leur ingéniosité et les pousse à mettre en place des nouvelles pratiques. Et c'est ce que je dis par journalisme en chantier. Donc le fait pour les journalistes de se sentir en danger les pousse à imaginer, être plus imaginatifs et donc à faire avancer la pratique de leur profession. Vous avez classifié ou catégorisé ces médias, généralement les stations de radio. Oui. Dans un camp, vous avez cité Kivu One et tant d'autres médias. Oui, comme médias locaux. Oui. Parce que Mais Okapi et RFI parvenaient à accorder la parole aux responsables de ce triste mouvement mais pas seulement, dit de rebelles congolais. Pas seulement. J'ai vu qu'une radio locale comme Kivu One a accordé la parole à toutes les parties, y compris au M23, ignorant ainsi l'ordre donné par le gouvernement de Kinshasa aux médias de ne pas accorder l'espace au M23. Par exemple, j'ai vu que Radio Okapi a aussi accordé la parole au M23. Mais à quelle période de conflit? C'est en novembre 2012, alors que le M23 avait pris le contrôle de Goma. Pas avant ni après. C'est au moment où le M23 avait pris le contrôle de Goma. Et donc j'étais surpris de voir qu'une radio considérée comme suffisamment protégée grâce au label Nations Unies a pu subir le coup de la pression du M23 et se montrer un peu plus coopérative. C'est qui l'a poussé. La mission initiale de la mission de l'ONU, c'était d'éradiquer les groupes armés, justement. Oui. D'abord, la pacification, et puis mettre fin à l'insécurité dans l'Est, justement. Oui. Ce n'était pas la comptabilité macabre et l'observation des massacres, ainsi de suite, ou l'assistance à tout ce qu'on a déploré. Mais Okapi répondait à cette période-là, à cette ligne éditoriale, plutôt à cette vision. Alors moi, je ne parle pas d'Okapi et de sa manière de travailler de manière générale. Je regarde ce que me dit, ce que me communique, les corpus que je relevais d'Okapi pendant les conflits. J'ai distingué 3 moments forts du conflit. Les débuts du conflit, les milieux de conflit avec la prise de Goma par l'M23 et la fin du conflit. Évidemment, j'ai observé en ce qui concerne Radio Okapi, qu'il y avait 2 moments où la radio s'est montrée plus neutre, et notamment des moments où elle a cédé à la pression en donnant la parole à une force qu'elle considérait, que la MONUSCO considérait comme une force négative. Ah, voilà. Vous parlez du journalisme en chantier. Oui. C'est quoi journalisme en chantier par rapport au contexte auquel vous vous êtes intéressé dans l'analyse des faits c'est simplement précis. Ce que je viens de dire. Je dis qu'il y a de nouvelles problématiques que soulève le conflit qui peuvent reléguer à un second plan voilà, les discours sacro-saints de neutralité, d'objectivité. Et donc on se retrouve en situation de conflit et on voit qu'il y a d'autres priorités pour les journalistes qui dépasse en ce moment-là le fait de simplement respecter le code. Ah, ça ne reste pas une science figée. Non. Elle est aussi soumise à la mutation, voilà. Cette science journalistique, soumise à la mutation dans la société. Et donc, c'est qu'on ne peut pas observer si l'on s'en tient au discours moralisateur et très normé quoi, de pratique. Ouais. Et c'est une réalité qu'on peut voir, qu'on peut découvrir que lorsqu'on va au-delà des normes enseignées dans les universités pour prendre en compte les réalités de terrain parce que celles-ci sont parfois plus déterminantes que celles-là. Pierre Nsana, je vous remercie. Nous avons fait l'introduction. Autrement, c'est juste une lecture en kangourou de votre ouvrage qui est comme une Bible. On reviendra dans un magazine plus élaboré, le livre du jour, pour faire une lecture apprivoisée, vraiment avec beaucoup de détails. Je rappelle que vous êtes docteur en information et communication de l'Université Libre Bruxelles. Vous avez défendu votre thèse
Vous êtes professeur associé à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, enseignant-chercheur, et également vous donnez cours dans d'autres établissements d'enseignement supérieur universitaire. Le fils d'un réalisateur, Chitenge Sana, vous êtes resté dans le métier du père. Bon, on va dire dans le secteur. Dans le secteur, oui, voilà. Médiatique, mais tout en faisant autre chose. Ouais. Pierre Nsala est également serviteur de Dieu, à moins que vous ayez abandonné à votre... Non, mais ça, c'est une vocation qu'on ne peut pas quitter. Pasteur maintenant? Oui, on peut dire ça. Alors, pasteur, il est déjà à la sacrificature. On peut être scientifique et pasteur. Tout à fait, tout à fait. Bonsoir. Le journal et après sur Télé 50 avec le même plaisir. Au revoir.